La position de l'Europe, avant de l'examiner, je pense que Denis Machan et Elie Barnavi ont eu raison de s'interroger d'abord pour savoir où en était l'Europe aujourd'hui en tant qu'entité politique, mais aussi évidemment en tant qu'entité économique et avec le phénomène que nous connaissons, cette crise rampante dans l'Europe, aujourd'hui notamment autour des aspects financiers, où l'on voit bien les tentations de renationalisation de tout un tas de politiques qui peut laisser penser que l'Europe aura du mal à exprimer fortement à l'extérieur de ses frontières des positions politiques. Pourtant, nous avons quand même des acquis en ce qui concerne les rapports Israël et du futur État palestinien. On rappelait à juste titre la déclaration de Venise, les triptyques des positions européennes qui ont rassemblé ce qui n'est pas si évident que ça pendant des années et mobilisé des moyens assez considérables, financiers notamment, diplomatiques aussi dans certaines conditions, ces pays européens qui se sont retrouvés autour de l'idée du droit légitime à un État palestinien, évidemment, mais aussi et surtout à la défense d'un État d'Israël avec des droit à la sécurité qui soit éminemment respecté, y compris avec les interrogations légitimes qui pouvaient exister aujourd'hui sur la formation et l'existence de cet État palestinien, présence du Hamas, des meurtres d'Itamar qui montrent bien qu'il y a encore des forces puissamment dangereuses qui œuvrent au sein de la population palestinienne. Et troisième volet, en dehors de ces deux piliers, évidemment, la volonté de donner une négociation. Et c'est sans doute aujourd'hui les interrogations qui commencent à naître et qui vont peut-être faire diverger des positions européennes, dans la mesure où, nous le savons, le processus de paix qui a été initié maintenant il y a presque 20 ans, et dans l'impasse, notamment depuis la tentative infructueuse de reprise des pourparlers de l'automne dernier, après bien d'autres tentatives qui elles-mêmes avaient échoué. Et donc un certain nombre d'États, dont la France évidemment, se posent la question de la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien, même si, d'autres l'ont dit avant moi, nous avons un certain nombre de raisons de penser que cette position, même si elle est promue par la France et quelques autres, ne sera pas demain une position européenne. Il est assez peu vraisemblable que l'Allemagne l'accepte au regard de l'histoire. Et j'allais dire d'une façon un peu parallèle, quand on voit que c'est la Hongrie et la Pologne qui vont animer l'Union européenne dans les mois qui viennent, pour ces mêmes raisons, on imagine mal qu'il y ait des actions diplomatiques très fortes autour de cet aspect de la reconnaissance de l'État palestinien. Cette reconnaissance, même si elle devait être proclamée à l'ONU à l'automne prochain, je ne suis pas sûr qu'elle aurait d'autre valeur qu'une valeur symbolique, une bataille politique sans doute importante, mais est-ce que cela changerait profondément dans la réalité ? Je ne crois pas d'ailleurs que ça changerait en tout état de cause l'action concrète de l'Union européenne, celle qui est finalement la plus stratégique, qui n'est pas la plus visible, qui n'est pas celle qui permet à l'Union européenne d'être un acteur politique à la hauteur de ses engagements. Je veux parler de la construction des éléments d'un État palestinien qui se fait jour après jour autour des éléments techniques, la santé, l'eau, l'agriculture, et qui se fait globalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas tout un tas de problèmes qui se posent, mais qui se fait globalement de façon positive, qui a donné un certain nombre de résultats, je crois que chacun constate. Alors, l'Union européenne pourrait être tentée de constater son impuissance, ses divergences, des divergences qui elles-mêmes ne sont pas des affrontements, ne donnent pas lieu à des crises majeures, et puis se contenter finalement d'affaisser encore un peu plus son niveau d'intervention. Mais je pense que cette situation moyenne n'est pas forcément la plus sûre, parce qu'en même temps, le printemps arabe est en train de modifier profondément la donne, non seulement autour de la problématique des relations israélo-palestiniennes, j'en dirai un mot, mais aussi évidemment la donne sur la frontière sud, tout simplement, de l'Union européenne.
Et on parlait des Tunisiens, à juste titre, on pourrait parler de l'Égypte et d'autres pays du Maghreb. À l'évidence, l'Europe ne pourra pas rester les bras ballants devant ces évolutions qui se diffusent à la fois sur un axe Est-Ouest, en repartant vers le Moyen-Orient, mais qui ont un impact considérable dans les relations entre l'Europe, entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Et donc, premier élément, on ne pourra pas rester sans réfléchir à la définition d'une politique plus active. Parce que les donnes géopolitiques vont changer. Il est assez vraisemblable quand même qu'à moyen terme, le régime syrien tombera. Et je crois que ce n'est pas faire preuve d'une connaissance géopolitique extraordinaire que de dire que la Syrie est quand même un des acteurs majeurs de la possibilité de la paix entre Israël et Palestine. Il y avait deux pays principalement qui bloquaient ces facteurs depuis les 20 ans qu'on a mis en œuvre les politiques de négociation de paix. C'était d'abord l'Irak, c'était ensuite la Syrie. L'Irak, aujourd'hui, évidemment, n'est plus en situation d'agir au plan régional. Si demain la Syrie, soit, soyons optimistes, ayant une politique plus positive, soit étant dans une situation de toute façon d'affaiblissement politique, il y a des opportunités qui se créeront à la fois au plan loco-régional, la capacité réelle d'arriver à une négociation globale, où il n'y aura pas des choses de côté qui seraient mises, mais où on pourrait avoir la capacité de tout mettre dans la discussion, et puis aussi donc des effets à rebours sur l'ensemble du monde arabe, y compris jusqu'au Maghreb. Ce qui fait que l'Europe ne pourra pas ne pas regarder d'une façon différente quand même ses capacités d'action et les enjeux même d'une action. Dans le même temps, on voit monter un acteur principal qui est un des grands sujets de la question européenne. Je veux parler de la Turquie. La Turquie va évidemment peser de plus en plus lourd au Moyen et au Proche-Orient, sans doute au moins au plan idéologique à travers le régime qui nous interpelle de cette fameuse islamisme démocratique et modéré, dit-on, qui nous interpelle parce que nous avons un certain nombre de craintes, mais en même temps qui nous intéresse dans la mesure où il semble aussi, par d'autres aspects, être une issue qui permet aux masses arabes de rentrer dans la problématique démocratique. Et on voit bien que ce modèle, donc à la fois cette puissance régionale et ce modèle idéologique va intervenir de façon de plus en plus importante sur l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée. Et comme c'est une discussion qui a été fort mal menée par l'Union européenne et singulièrement par la France ces dernières années, il n'est pas possible que nous ne soyons pas amenés à revoir les approches entre, et la France de ce point de vue devra procéder à un réexamen de fond de son attitude vis-à-vis de la Turquie, ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'on doit accepter comme ça, évidemment, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais en tout état de cause, vous avez suivi les événements et vous avez vu combien la position française avait été à plusieurs reprises particulièrement blessante, agressive et inutilement agressive vis-à-vis de la Turquie. On voit bien comment il va y avoir la nécessité, donc au-delà des événements de l'automne prochain, de redéfinir une politique européenne autour de la Méditerranée. C'était la tentative de l'UPM menée par le président Sarkozy au début de son premier quinquennat. J'espère, à titre personnel, que ce sera le dernier, mais je ne veux pas vous engager là-dessus, qui a largement été incapable de déboucher. Donc je ne suis pas certain qu'il faut reprendre le cadre tel qu'il existait, mais la problématique posée à travers tout ça est à nouveau, me semble-t-il, à l'ordre du jour. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais j'essaie de répondre aussi aux questions qui étaient posées pour dire que, et je me résumerai en disant qu'à court terme, nous avons toutes les raisons d'avoir une vision assez pessimiste sur la capacité de l'Europe
de faire avancer la question israélo-palestinienne, mais qu'à contrario, l'Europe ne pourra pas échapper, pas simplement par non-assistance à personne en danger, mais parce que de proche en proche, ses intérêts les plus vitaux et sa vision la plus essentielle est en jeu. Il faudra bien que l'Europe s'adapte aussi à cette nouvelle donne du XXIe siècle, après le printemps arabe, après le renouveau de la Turquie, avec les perspectives de paix dont nous voulons croire qu'elles sont à l'ordre du jour pour Israël et pour la Palestine.